Un terminus qui marque notre départ vers d'autres aventures. Car notre balade en Haute-Loire continue, toujours en altitude, à l'ouest du département, en pays brivadois. Un territoire secret, loin des sentiers battus, qui dissimule ses atouts. Agnès a toujours vécu ici. Artiste plasticienne, elle s'applique à peindre les paysages et les villages qui composent son quotidien. Celui qu'elle va nous présenter raconte son histoire à travers un ensemble de bâtiments qui n'auraient jamais dû voir le jour dans un endroit aussi reculé. La Chaise-Dieu, une abbaye considérée comme une exception dans le bâti médiéval. Un lieu que va nous faire découvrir Xavier, chargé de mettre en valeur le patrimoine local. Que tu es déjà venu ici à la Chaise-Dieu? Alors ça fait un petit moment que je suis pas venue. Je suis venue en balade familiale il y a quelques années. Tu veux savoir un peu comment tout est commencé? Bien ici? sûr. Eh bien, c'est en 1043 que ça a commencé. Il n'y a rien, du tout. Et il y a un type qui habite à Brioude, qui est un chanoine, qui décide de venir s'isoler ici. Alors il prend 2 compagnons sous le bras et c'est le départ d'une petite communauté. Ils vont donner un nom ici à l'endroit, Casa Dei, Maison de Dieu en latin. C'est le départ de la grande aventure casadéenne. En moins d'un siècle, la congrégation va se développer de manière spectaculaire, jusqu'à compter 300 moines dans cette abbaye de la Chaise-Dieu. Au XIVe siècle, l'un d'entre eux, venu de Corrèze, va faire basculer le destin du village, pourtant déjà en plein essor. Un certain Pierre Rogier de Beaufort, qui par sa vivacité d'esprit, va très vite grimper les échelons de la hiérarchie catholique, jusqu'à devenir archevêque de Rouen, puis cardinal et conseiller du roi Philippe VI. Alors bien évidemment, ce qui devait arriver est arrivé. Une fois qu'il était cardinal, le pape de l'époque, Benoît XII, est mort. Une élection arrive et contre toute attente, on désigne Pierre Roger à l'unanimité pour succéder au pape défunt. Il devient donc pape sous le nom de Clément VI. Et pourquoi est-ce qu'il est revenu ici? Alors en fait, c'est pas tant qu'il est revenu ici, c'est surtout qu'il s'est rappelé qu'il était arrivé ici à l'âge de 10 ans. Donc il ordonne de raser la première église et de reconstruire celle qu'on a juste ici. Sa gratitude n'aura d'égal que la démesure de l'édifice qu'il va offrir à ceux qui l'ont recueilli étant jeune. En entrant dans l'abbatiale Saint-Robert, on peut s'en rendre compte dès les premiers pas. C'est assez impressionnant quand on arrive. On se sent toute petite ici. Oui, alors ce qui fait cette impression, je pense que c'est parce qu'on a une hauteur qui est égale partout. En fait, c'est comme une halle. On appelle ça des églises halles. Clément VI a voulu ce type d'architecture ici, à la Chaise-Dieu. Donc là, tout autour, on a quoi? On a des stalles. Elles sont actuellement au nombre de 144 et ça permettait aux moines de venir prendre place ici pendant les temps de prière. Les décors sont vraiment fins, on voit des petits motifs sous chaque... Oui, à la retombée de ces petites colonnes qu'on appelle des culs de lampe, on a des petits motifs sculptés qui nous montrent une alternance entre les vices et les vertus. Je te l'accorde, ça faisait beaucoup, ça ne devait pas rigoler tous les jours. Elles sont toutes différentes. Elles sont toutes différentes, oui, tout à fait. À quelques mètres de là, une autre œuvre pointe du doigt les vices de chacun ici-bas. Une fresque du XVe siècle, quelque peu mystérieuse. Car nul n'en connaît l'auteur, et personne ne sait pourquoi elle reste inachevée. Alors, nous arrivons ici devant la célèbre danse macabre de la Chaise-Dieu. Alors, t'entends quoi par danse macabre? C'est quoi? Alors, une danse macabre, tu vois, ce sont des personnages qui sont bien vivants, qui sont habillés et qui sont entraînés par des personnages qui symbolisent la mort et qu'on appelle des transis. Ce sont en fait des squelettes qui ont encore la peau sur les os. Et pourquoi macabre? Parce qu'ils sont entraînés inéluctablement vers leur propre déchéance, vers leur propre mort. Chacun va essayer de s'en sortir comme il peut. Tu vois, par exemple, le marchand ici, il va essayer d'échapper à la mort en se servant de son argent. Il va essayer de soudoyer la mort, mais c'est pas possible. Et la mort va lui faire comprendre que son argent lui servira strictement à rien. Une leçon d'humilité qui trouve un écho dans l'ancienne chapelle de l'abbaye, avec une tapisserie comme il en existe peu au monde. Un ensemble de 14 tentures datant du XVIe siècle qui raconte la vie du Christ.
La Chaise-Dieu, décidément un bijou de l'art gothique, dans une région sauvage et préservée qui cache d'autres trésors. Naturel cela. Comme dans les gorges de l'Allier, un canyon aux multiples lacets sculptés par la rivière, souvent dominé par de grands ensembles de roches basaltiques. Des falaises souvent impressionnantes, produit des coulées volcaniques qui se sont déversées dans ce coin de France il y a des millions d'années. Pour nous guider au fil de l'Allier, Marilyn, une amie d'Agnès, va nous raconter sa passion pour l'histoire de ces lieux. Salut Agnès! Salut Marilyn! Ça va et Moi, toi? je viens d'arriver. Ouais, super! Je te donne ça. Ah ouais, d'entrée là, on y Faut va! pas qu'on commence. Je t'ai pas donné rendez-vous ici par hasard, comme tu peux t'en douter. Bien sûr. On va pouvoir découvrir une partie de l'histoire du territoire au travers de ces monuments, avec en premier cette chapelle Sainte-Marie-des-Chazes. Donc on a un petit lieu comme ça bien sympa, au milieu de la nature. Un lieu connu un petit peu de tous ici. Hein. C'est le lieu emblématique effectivement de la vallée. Et puis c'est vraiment lié à l'histoire, à l'essor bien de ces communautés monastiques qui vont faire que on va toutes ces séries de villages qui vont se construire, qu'on connaît aujourd'hui, qu'on va traverser, ça fait partie de cette histoire du territoire. Elle sort de nulle part, cette chapelle. Son histoire, ça reste un peu mystérieux. C'est vraiment un truc qui date milieu du XIIe siècle. Mais voilà, c'est une volonté aussi d'être un peu hors du temps. D'accord, Voilà, isolée. Isolée. Cette chapelle mystérieuse, fortement endommagée au début du XXe siècle puis restaurée, Agnès et Marilyn ne s'y aventureront pas. Elles doivent continuer leur exploration et se laisser glisser au gré du courant vers les lieux qui racontent les gorges de l'Allier. Un passé qui tranche parfois avec la tranquillité de la rivière, comme au village perché de Chanteuge, où résonne encore, entre les murs de son prieuré, la sombre histoire des moines rouges. En 1130, ils ont eu un seigneur, Itier de Mandulf, qui a pris possession des lieux et qui a fait rentrer vraiment les moines rouges dans justement la légende, puisqu'on dit qu'ils partaient accompagner Itier de Mandulf pour rapiner, piller. Ça fait partie un peu de l'histoire Les moines des lieux. rouges, pourquoi tu appelles Tout simplement parce que du coup, c'était des moines qui étaient devenus plutôt sanguinaires. Et ça a duré quand même 7 ans, donc Itier de Mandulf. Et il a été chassé par l'abbé de la Chaise-Dieu. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on a la quiétude, on ne va pas se faire attaquer, on est tranquille. En dehors de cet épisode regrettable, l'existence sur les rives de l'Allier se fait relativement délectable depuis des siècles. Une douceur de vivre, inspirée par des paysages à couper le souffle, comme au méandre de la voûte Chillac, qui forme une boucle parfaite. Ou encore dans le village voisin de Chillac, où accostent nos deux exploratrices. On arrive dans Chillac. Effectivement. Beaucoup de maisons en pierre ici. Hein. Oui, regarde, il suffit de regarder là. Et ici, c'est surtout un univers très minéral, donc forcément, traditionnellement, ils vont construire en pierre. Chillac, c'est un bourg de vignerons posé sur la dernière coulée de lave de la chaîne du Devès en Auvergne. Si la culture du raisin a été possible ici, c'est grâce à une particularité étonnante. Cette petite cité de caractère bénéficie d'un microclimat méditerranéen. Alors comment elle s'appelle cette rue, Marilyn? C'est la rue des Vignerons. Et comme tu le vois, on a quelques vestiges de cet habitat traditionnel. Donc on avait la partie basse qui était surtout réservée au cuvage, à la vinification, donc à la fabrication du vin. Tu pouvais rentrer les tonneaux, y travailler, il y a un ancien pressoir aussi. Donc là, la partie de fabrication. Et puis après, ici, voilà, tu avais l'escalier et on accédait au niveau d'habitation qui était situé juste au-dessus. Toujours un escalier à l'extérieur, en fait, pas toujours à l'extérieur, pas à l'intérieur. Et en fait, quand tu observes dans le village, tu en as partout. D'accord. Et là, je vois du coup la vigne. C'est chouette. Il y a quelques vestiges comme ça. Il y a quelques vestiges comme ça. Et alors, ce raisin, oui, tu peux y aller. Vas-y, tu risques pas grand-chose. Et ce raisin-là, donc, c'est tu as quelques pieds comme ça dans le village. Et à l'origine, tout le territoire, tout le secteur était recouvert. Et puis, à la fin du 19e, arrive le phylloxéra. On a été une des dernières régions touchées par le phylloxéra. Et forcément, malheureusement, la production, elle s'est arrêtée assez rapidement. Il ne subsiste plus rien là. Il ne subsiste plus rien. Le phylloxéra, ce petit puceron venu d'Amérique du Nord, ravagera une grande partie des vignobles français à la fin du 19e siècle. Mais la réputation de la ville
n'est pas due uniquement à son activité viticole. Elle possède également une assise géologique surprenante. Tu vas m'emmener dans un site là, je pense que tu vas avoir une belle surprise. Sans blague. Regarde ce que je te propose. Ah, magnifique. On commence vraiment à voir le... Donc là, on voit, voilà, tu as le bourg de Chillac, la coulée, et puis ce qui est très surprenant en fait avec cette coulée sont les orgues qui sont vraiment, on a l'impression que ça a été façonné par l'humain et c'est lié en fait au refroidissement de la lave. Et puis ces orgues, ils les ont baptisés comme ça parce que ça rappelle en fait le tuyau des orgues dans les églises. Donc c'est resté comme ça, mais c'est vraiment un élément qui est naturel. Dans cette lave figée, des fouilles ont révélé des fossiles de mastodontes, des squelettes de mammouths ou de tigres aux dents de sabre. Des découvertes qui attestent qu'il y a 2 millions d'années, des températures tropicales régnaient sur la région. En remontant le cours de l'Allier, notre balade nous mène sur les rives de la Voireuse, à Blel, dans les ruelles du village d'Aurore. Une cité médiévale au charme indolent, jalonnée de nombreux petits ponts. Ici, tout est calme et volupté. Les venelles étroites du bourg sont une invitation à découvrir un bâti d'exception. C'est quoi la particularité des maisons de Blel ? À Blel, on trouve deux types de maisons. Les maisons à pans de bois, donc à colombage, les artisans, et les maisons en pierre, des riches propriétaires, des riches familles. D'accord, et les riches familles, du coup, qui étaient seigneuriales ou... Bien, on n'est pas loin, puisqu'en fait, ces familles, c'était des familles de l'ancienne noblesse française. Et par exemple, à Blel, alors ça interpelle un petit peu, mais Blel a donné beaucoup d'officiers de la marine royale. Une curiosité qui semble être uniquement le fruit du hasard. Blel, si loin des côtes, aurait tout simplement attiré de grandes familles dont la vocation était de faire carrière dans la marine. Une chose est sûre, le principal atout de Blel, c'est son architecture. Sur les hauteurs du village, au pied de la tour du Massadou, on peut admirer les principaux édifices du bourg qui racontent son histoire. Ah, la vue est magnifique. Je connaissais pas du tout ce point de vue. Ah oui, alors là, c'est vraiment une vue exceptionnelle parce que l'avantage, c'est que tu as tout Blel, tu vois tout Blel et surtout les monuments principaux. Alors pour Blel, il y a une petite particularité, il y a quelque chose de très simple à retenir. On parle d'église sans clocher et d'un clocher sans église. En fait, l'église abbatiale Saint-Pierre, le clocher avait été abattu à la Révolution française. Et le clocher Saint-Martin, là, le clocher gothique que tu aperçois au milieu en face de toi, eh bien, l'église, elle sera détruite bien plus tard. Donc aujourd'hui, il ne reste que le clocher. D'accord. Si on évoque donc l'église Saint-Pierre, c'était une abbaye de femmes. Donc là, c'était un monastère, un des plus anciens d'Auvergne, qui avait été fondé au IXe siècle. C'est en 880 exactement que l'abbesse Ermengarde, comtesse d'Auvergne, crée l'abbaye bénédictine Saint-Pierre. À partir de cette date, les abbesses de Blel seront les seigneurs de la ville, une autorité que n'auront de cesse de contester les puissants barons de Mercœur, une famille bien implantée dans la région, allant jusqu'à dresser une tour, symbole de leur opposition. Étant donné que l'abbaye quand même était puissante, eh bien les seigneurs de Mercœur, c'était une convoitise pour eux, donc il y avait un enjeu derrière. Ils sont venus s'installer donc à Blel, et là on a vraiment deux autorités qui se font face, et d'ailleurs qui vont se corréler tout au long du Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'on a les Mercœur d'un côté et l'abbaye Saint-Pierre de l'autre, avec l'abbesse qui se considérait comme le seigneur de Blel. D'accord. Et au final, c'est qui a gagné ? Alors au final, c'est l'abbesse, voilà. Donc c'était une ville gérée par des femmes finalement. Ah oui, quelque part, c'est tout à fait ça. Plus tard, du XVIe au XVIIIe siècle, les habitants de Blel, exploitant l'eau de la Voireuse pour leurs ouvrages, se sont spécialisés dans les métiers de tissage et de tannage, contribuant à la prospérité du village. Plus au sud, le village de Sogg, lui, a fait sa réputation sur le commerce de la laine. La famille de Patrick lave cette fibre animale depuis 4 générations. Salut Patrick. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, très bien. Alors la journée commence
ici? Voilà, tout à fait. Tu vois, là, c'est l'arrivage de la laine qui vient d'être tendue. Donc, elle sort du mouton. Les éleveurs ont tendu la laine. L'ont mis, tu vois, dans ces balles de laine pour bien la protéger, pour pas qu'elle prenne la paille. Et puis, cette laine, eh ben, elle va aller directement au lavage. D'accord. Et ici, on est où? Alors ici, c'est notre stockage. Si tu veux, dans la saison, il n'y a qu'une tente dans l'année. Donc, on est obligé d'acheter la laine et de tout stocker pour avoir de la laine pour toute notre production pendant toute l'année. Chaque année, Patrick traite près de 30 tonnes de laine. Il faut dire que le petit village de Sogg accueille le 3e marché aux ovins de France. Alors, la laine Soggen a une particularité ou c'est pareil partout? Non, tout à fait. Après, chaque mouton, en fait, a une laine différente. En France, il y a à peu près 80 sortes de moutons et 80 laines différentes. Et avec chaque laine, on fait vraiment des produits différents. Ici à Sogg, on a la particularité d'avoir une laine qui convient très bien pour ce que je fais, c'est-à-dire les matelas. C'est-à-dire, il faut une laine très gonflante, nerveuse et avec assez de longueur. Et là, on peut voir sur une mèche de laine, tu vois, elle est assez longue, elle est frisée. La frisée va lui donner un peu du nerf pour éviter que ce soit une laine plate et de la longueur pour donner le gonflant au matelas. Oui, en fait, la production s'est adaptée à la laine locale. En fait. Voilà, tout à fait. Et je vois que c'est gras, mes doigts sont tout gras. Ça vient de quoi? C'est quand Alors là, c'est ce qu'on appelle le suin. En fait, c'est le mouton, c'est la transpiration, le gras du mouton. Et cette laine, tu vois à peu près quand on va aller la laver, elle va perdre à peu près la moitié de son poids. C'est-à-dire sur 100 kg, il va nous rester que 50 kg de propre. Et on dit toison ou on dit laine à ce stade? Alors c'est une toison de laine, tu vois, tout ça c'est vraiment une toison de laine. D'accord. À l'intérieur de ce bâtiment qui ne paie pas de mine, Patrick possède une véritable pièce de collection. Des rouages, des engrenages, des bras mécaniques. Un balai d'acier étonnant rythmé par une musique automate. On dirait ces machines tout droit sorties du film Les temps modernes. Alors ces machines, elles datent de quelle époque? C'est début 1850 à 1900. Dans des machines très anciennes, mais qui fonctionnent très bien. D'accord. Et pourquoi tu ne veux pas moderniser? T'as quelque chose de particulier avec ces machines? Dans ma démarche, c'est garder un patrimoine. Pour moi, c'était très important, tu vois, de garder ces anciennes machines, ce savoir-faire. Tu vois, c'est vraiment avec des pignons, c'est vraiment à la sienne, sachant qu'on fait toujours du bon travail avec ce genre de machines. En tout cas, c'est très esthétique de voir. C'est très joli à voir avec des anciens roulements. Voilà, on est vraiment dans l'ancienne mécanique. Et au niveau du lavage, c'est fait avec quel genre de produit? Alors, c'est lavé en savon naturel, eau chaude. Tout est vraiment 100% naturel. Voilà. Et là, on est en France, le dernier, je dis bien le dernier en France, à avoir un lavage de laine. Les tumultueuses machines de Patrick perdent leur écho dans la tranquillité bucolique des paysages de l'arrière-pays de Brioude. Un territoire qui, à travers ses montagnes, ses châteaux et ses villages d'altitude, porte haut les couleurs de la Haute-Loire.